à nous. Et puis, il y a nous. Ah, c'est beau ça, Fred Pellerin, Ilia. Eh ben, il y a Georges qui est au bout du fil à qui on va parler à l'instant. Georges, bonjour. Bonjour, Caro. Alors, je ne sais pas si tu étais comme plusieurs personnes à écouter hier l'inauguration, la sermentation de Joe Biden et de Kamala Harris. C'était quand même historique. Plusieurs ont poussé un soupir de soulagement là en voyant, Monsieur Trump partir, mais aussi de voir Kamala Harris assermentée comme ça. C'est un grand moment, une femme, une noire, Monsieur Biden aussi. Bref, je sais pas. On va parler de ça parce qu'on s'est dit, ben oui, les Noirs reviennent au pouvoir, quoi qu'ils ont jamais tellement été au pouvoir. Ben oui, Caro, c'est un jour exceptionnel. C'est un jour exceptionnel, la sermentation de Joe Biden. De toutes les façons, ce qu'il faut savoir dans l'histoire tumultueuse des États-Unis, on est dans un processus de changement. Hein. Nous, en sociologie, on parle de changement social ou sociétal plutôt, parce que c'est un changement de grande ampleur. Mais quand il y a un changement sociétal de cette manière-là, il faut savoir qu'il y a une grande résistance au changement. Une grande résistance au changement à partir du moment où il faut savoir quand même que les États-Unis, fondamentalement, c'est un État basé quand même sur les différences raciales. Ça, c'est clair et net. Il faut le savoir avec force. Et que le changement se fait en 1964 avec, n'est-ce pas, les droits civils aux États-Unis. Vous savez, quand John Kennedy est élu président des États-Unis en 1960, tout le monde le sait très bien, il enclenche quand même des grands changements dans ce sens, déjà commencé par Lincoln en 1861. Il faut quand même que les gens sachent un peu ces coïncidences. 1860, Lincoln est élu président des États-Unis dans un pays racialiste où l'économie, surtout dans les régions du Sud, est basée quand même sur la plantation. La plantation, ce sont les Noirs qui sont des esclaves. Donc, c'est les Noirs qui construisent par leur force l'Amérique, l'économie de l'Amérique, puisque les confédérés du Sud, c'est l'économie de la plantation. La main-d'œuvre gratuite des Noirs qui sont des esclaves qui bâtissent, n'est-ce pas, l'Amérique. Un siècle jour pour jour, c'est-à-dire en 1960, c'est un nouveau président, le premier catholique, qui est élu à la tête des États-Unis d'Amérique. Il faut que les gens le sachent un peu, cette évolution historique, pour saisir la portée de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Kennedy arrive, impose, entre guillemets, n'est-ce pas, des changements. Et les années 60, on verra quand même que dans cette résistance au changement dont j'ai parlé, le vouloir changer aux États-Unis et la résistance au changement, parce que si je vois bien après la guerre civile en 1865, il y a la reconstruction. La reconstruction s'accompagne avec quoi? Avec l'abolition, le 13e amendement sur l'abolition de l'esclavage. Mais dans un pays où les forces vraiment de façon structurelle, un pays est raciste, c'est très 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 difficile. Oui, parce que la guerre civile, le Nord, les unionistes, gagnent la guerre contre les sudistes qui sont les confédérés. Les confédérés, c'est la réplique du parti démocrate aujourd'hui. Les unionistes du Nord, c'est le parti républicain aujourd'hui. Voyez. Donc ça, c'est des nuances qu'il faut bien saisir. Et après la guerre, pendant la période de la reconstruction, puisque le 13e amendement est passé, il n'y a plus de l'esclavage est aboli aux États-Unis, mais qu'est-ce qui se met en place? Il se met en place la personne qu'on appelle la période Jim Crow. La période Jim Crow, c'est celle qui accompagne la loi qui dit separate but equal, c'est-à-dire, bon d'accord, nous sommes égaux maintenant, mais restons séparés. On reste séparés. C'est toute cette politique de la ségrégation raciale qui s'implante aux États-Unis. Comment voulez-vous que nous soyons égaux quand on n'a pas le même héritage?
Voilà. Il y a ceux qui ont l'héritage de la richesse et il y a d'autres qui n'en ont pas. Les Noirs n'ont pas d'héritage. Vous voulez que nous soyons égaux. Mais si vous voulez que nous soyons égaux, alors mettons des politiques fortes pour épanouir les Noirs. Mais ça n'a pas été fait. Donc la période Jim Crow qui s'est continuée jusqu'à 1964, comme je l'ai dit, mais avant 1964, les années 50, la fin des années 50, il y a des mouvements qui commencent à se mettre aux États-Unis. Ça, il faut le comprendre. Les mouvements menés par Rosa Parks qui refuse de se lever dans un bus et Martin Luther King. Et tout ce mouvement-là se met en place jusqu'à la marche de Washington de 1963, la grande marche finalement qui a tout pulvérisé et qui a poussé, et tu verras, les gens verront que ces années 60, il y a quand même 4 personnages illustres qui sont assassinés. Ah oui, c'était une décennie en fait sanglante, là. Ah ben c'était sanglant, parce que d'abord, les 4 personnages qui sont très forts sur la scène politique, pour le changement évidemment du rapport racial aux États-Unis, on voulait que ça change dans le sens positif. Kennedy, le premier président catholique, est venu pour enfoncer un peu le clou dans ce changement pour qu'on aille un peu plus vite. Mais il a été vite assassiné, vous voyez un peu. La force, c'est que le président des États-Unis est assassiné en 1963. Et en 1965, il y a un autre acteur qui est sur la scène politique aux États-Unis, c'est Malcolm X, parce que lui, il avait préconisé la méthode forte, que nous, les Noirs, de toutes les façons, nous devons nous libérer. Si on nous attaque, nous attaquons également. Il y a les Panthères Bleues, les Black Panthers qui sont mis en place en Californie. Les Noirs veulent se défendre parce que nous sommes dans une société qui, malheureusement, malgré les déclarations, malgré la volonté, est fondamentalement racialiste. Et puis bon, Malcolm X est assassiné en 1965, mais ça ne s'arrête pas par là parce que de l'autre côté, il y a Martin Luther King qui avait choisi la voie de la non-violence, la voie la plus souple, qu'on veut construire l'Amérique, nous tous. Et sa démarche, lui aussi, il est assassiné en 1968. Et l'autre personnage illustre qui est assassiné en 1968 également, après Martin Luther King, c'est qui? C'est Bob Kennedy, le frère de Kennedy, qui était en passe de devenir le futur président des États-Unis. Et que les gens, les racistes ont vu que s'il est élu, alors il va continuer la politique de son frère. Et tout de suite, il est assassiné. Donc ce qui se passe aujourd'hui, Caro, c'est une société qui montre des vérités de changement, mais il y a une classe sociale racialiste et raciste qui ne veut absolument rien faire de cela. Ben oui, Georges, on le dit, hein, puis on le répète, Trump a exacerbé, puis il a ressorti, il a comme mis à vif cette cicatrice-là, hein, l'Amérique divisée, c'est rien de moins que cette guerre civile-là qui a jamais vraiment bien cicatrisé. Ben ça n'a pas absolument, Caro, tu as tout à fait raison. Et maintenant, si on laisse cette dimension historique-là, on vient maintenant vers ce qui se passe aujourd'hui, ben le livre dont tu as évoqué, dont j'ai préfacé, qui est un livre écrit par un professeur de la Humboldt University en Californie, au nord de la Californie, à Humboldt, Joseph Diemé, qui a écrit ce livre-là, La répudiation du tribalisme sous l'ère Obama. Hein? Mais ça, c'est un livre très, très, très profond qui porte un regard sur la législature, les 2 législatures de Barack Obama, comment il a été mis à mal par le Parti républicain, qui avait constaté que non, mais qui avait considéré, pas constaté, mais considéré que, mais attends, Obama au pouvoir, c'était une perturbation qu'il fallait arrêter tout de suite. Et ça se traduit par le discours. Et dans ce livre, évidemment, le professeur Joseph Diemé met l'accent aussi sur la personne propre de comment on l'appelle, j'oublie même son nom, de Trump, là. Trump. On a déjà oublié son nom, c'est bon. Son nom, mais c'est que l'événement qui se passe aujourd'hui est formidable. Donc, Trump, on a bien vu comment il a dérangé, comment il a dérangé la présidence de Barack Obama avec son histoire de l'acte de naissance d'Obama qui n'était pas américain, dont il en a fait toute une histoire. Alors que c'était complètement faux. Barack Obama est bien un Américain. Bah oui. Donc, écoute, on n'en était pas un mensonge, mais celui-là, évidemment, il marquait le coup, il marquait l'imaginaire là, chez les Trumpistes. Et puis, il faut savoir, Caro, il faut savoir que la présidence de Barack Obama, ce qui marque la toute première, le plus grand changement dans l'histoire des États-Unis, évidemment, c'est de voir Barack Obama, un noir, entre guillemets, c'est eux qui disent, ah ok,
que c'est un noir, hein, parce que je me demande moi-même, le concept même de la race, c'est un concept très très dangereux. Oui. Très très dangereux, qui scientifiquement n'est pas acceptable, parce que pourquoi dire qu'Obama est un noir, pourquoi il n'est pas blanc, puisque sa mère est blanche? Vous voyez un peu les travers, la rhétorique même que l'on utilise. Oui, ben même chose pour Kamala Harris, là, même chose pour Kamala Harris. Là. La même chose pour Kamala Harris, exactement. On peut dire qu'elle est une femme, ça c'est déjà une première et c'est une certitude. on est dans les théories absolument de l'intersectionnalité, là où une personne peut être discriminée sur beaucoup de points, être femme, noire, parfois pauvre, autochtone ou des choses comme ça. Mais revenons sur les changements qui sont en train de s'opérer, parce qu'on peut dire aussi que non, mais quand un pays est engagé dans le changement, eh bien, on ne peut pas l'arrêter. La résistance au changement peut s'ériger avec force, comme avec Trump là, parce que pendant 4 ans, cette résistance au changement s'est exprimée. Oui. Trump a continué ce qu'il avait commencé sous l'ère Obama. Mais la période Obama a été très marquante en tant qu'un président des États-Unis pour tout le monde, parce que les Noirs américains aujourd'hui sont un peu furax parce qu'ils pensent que Obama ne leur a pas apporté les changements ou bien l'évolution qu'il escomptait de sa présidence. Mais il a essayé de faire ce qu'il a essayé de faire. Le discours sur la race. Voilà le discours sur la race qu'il a prononcé en 2008. Mais ça, c'est un discours vraiment très profond où il fait vraiment une rhétorique sur la race aux États-Unis, où les États-Unis ont toutes les moyens nécessaires pour bâtir un État qui soit à l'image même des États-Unis, c'est-à-dire un pays multiracial. Oui. Et les symboles aussi sont importants, Caro. Parce que le discours sur la race, il le prononce quand même où? Le 28 mars 2008 à Philadelphie. Mais Philadelphie, il faut remonter quand même aussi à 1863 avec le Lincoln que j'ai dit, parce que c'est là où Lincoln avait fait aussi le grand discours sur la guerre civile aux États-Unis, parce que c'est la bataille de Gettysburg, c'est cette bataille-là qui a arrêté, n'est-ce pas, qui a terminé la guerre aux États-Unis à l'avantage, n'est-ce pas, des unionistes. C'est drôle, voilà. Georges, tu parles de ça, puis hier, je me suis posé la même réflexion, je regardais Kamala Harris au moment de son assermentation, mais je me dis, mais quand même, depuis 100 ans, là, si on regarde ça à l'échelle macro, il y a eu une belle évolution, là, tu sais, on peut dire qu'il y a on avance dans la tempête, mais les États-Unis, malgré tout, avancent. Et puis quand j'écoutais cette jeune Amanda, je ne sais pas si tu as eu la chance, oui, Amanda Gorman, cette jeune poétesse de 22 ans, j'avais des frissons dans le dos. Je me disais, mais il y a un siècle, 150 ans, ils étaient des esclaves, puis là, maintenant, ils font des poèmes à la maison, au Capitole. C'est quand même extraordinaire, là, si on regarde à l'échelle macro. C'est sûr qu'après, il y a des George Floyd qui sont assassinés, il reste encore beaucoup de travail, mais je me disais, ah oui, OK. Caro? Oui? Caro, nous avançons. Nous avançons dans le bon sens. Comme je l'ai dit, c'est pas pour rien que nous avons commencé, n'est-ce pas, cette entrevue par parler du changement sociétal, parce que quand nous parlons de changement sociétal, c'est un changement en profondeur qui va bouleverser la structure profonde d'un pays. Et nous sommes là-dedans. Et quand il y a ce type de changement-là, il y a nécessairement une résistance au changement. C'est comme un arbre, un gros baobab qui s'est enfoncé complètement, les racines très profondément dans le sol, et qu'il faut enlever cet arbre-là, mais il faut un bulldozer, n'est-ce pas, pour dessoucher cet arbre-là. Ça, c'est une image que je prends pour montrer que, mais malgré tout, de toutes les façons, il y a des gens aux États-Unis, les suprémacistes blancs existent, et ils sont en leur, comment on appelle, Trump leur a donné un espace libre pour s'exprimer. Mais quand on leur donne un espace libre pour s'exprimer, et ils y vont, ils n'ont pas perdu leur temps. Ils se sont démontrés, on a vu quand même le Ku Klux Klan ressortir dans les rues, et Trump n'a absolument rien dit. Ils appellent ces boys. Voilà. Alors, comment un président des États-Unis, qui est censé être le président de tout le monde, peut encourager, à la limite, encourager ces groupuscules racialistes et qui veulent en découdre? Quand même, parler des milices aux États-Unis, c'est effrayant de parler des milices. Mais les milices existent parce qu'ils ont une force d'action qui n'obéit à aucune loi. Parce que la police, l'armée ne peut pas faire parce
passer une déontologie militaire, policière, qui doivent respecter la Constitution, qui doivent évoluer en conséquence de cause. Mais les milices ont une évolution tout à fait anarchique, c'est-à-dire qu'ils peuvent tuer les gens comme le Ku Klux Klan ont fait durant leur temps de gloire. Les Noirs étaient lynchés, le lynching, comme ils le disent eux-mêmes, c'était une pratique qui était tolérée. C'est-à-dire que, écoute, les Noirs, on pouvait les tuer n'importe comment et puis c'était pas un problème. Voilà. Donc il y a une résistance au changement, surtout quand on donne le pouvoir, n'est-ce pas, à ces groupuscules racistes de s'exprimer, mais ils n'ont pas perdu leur temps durant Trump. Non. Donc ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est quelque chose de formidable, que malgré évidemment cette résistance au changement, l'Amérique évidemment va changer. La preuve, tu l'as dit toi-même au début, les Noirs sont de retour au pouvoir. Parce que si on voit très bien, on va souhaiter que Joe Biden, avec son âge, puisse accomplir ses 4 ans, mais lui-même il a dit qu'il restera 4 ans seulement. Mais si il essaie de ressouder la nation américaine, comme il le dit lui-même, rassemblement, ça ne sera pas facile parce que le degré de cassure est tellement profond qu'il lui faudra beaucoup d'efforts pour réunir l'Amérique. Et s'ils arrivent à réussir ce pari-là, mais il est à parier que le futur président des États-Unis pourra être une présidente des États-Unis noire. Et je veux dire encore ceci, Caro. Oui, en terminant, Georges. Oui. Oui, en terminant, je veux dire ceci rapidement, que l'Amérique veut vraiment changer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un président des États-Unis jeune, comme d'habitude, le modèle vraiment du président des États-Unis. Depuis la campagne d'Obama, l'Amérique a suffisamment montré que les personnes discriminées ont la cote, parce que vers la fin, on avait vu seulement 3 personnes qui étaient sur la course. C'était Hillary Clinton qui représentait les femmes, il y avait Obama qui représentait les Noirs, donc la race, et il y avait McCain qui représentait les vieux. Bon, on a réglé le problème des Noirs en élisant Obama. On voulait régler l'histoire des femmes avec Hillary Clinton, on voit ce qui s'est passé. Et là, on vient de régler le problème des vieux, parce que c'est quand même le premier vieux à cet âge d'accéder à la présidence. Ouais. Ça, c'est quand même une observation très très forte. Oui. C'est que l'Amérique veut vraiment changer. Exactement. Ce n'est plus l'image du président beau, jeune, fringant et tout cela. C'est terminé, ça. Ça reviendra peut-être, mais l'Amérique veut solder le problème des discriminations vers les groupes discriminés aux États-Unis, où on compte les femmes, les vieux, les noirs, les autochtones et tout ce monde-là. On verra, hein, c'est bien. Puis je lisais quelque part, je vais conclure avec ça, c'est moi qui conclue là, mais quand Georgie, hein, tu l'as vu, sénateur noir qui a été élu, un juif. Alors puis je lisais que plusieurs citoyens afro-américains disaient, ben ça nous donne confiance, on n'allait pas voter, maintenant on y va, on peut reprendre, on a confiance au système électoral maintenant, en tout cas un peu plus que d'habitude là. Alors oui, il y a toute une confiance qui va peut-être naître émerger, de tout ça, émerger. Tout à fait. Et c'est pour la première fois qu'on vote autant aux États-Unis. Ben, voilà. 145 millions de gens qui sont partis aux urnes quand même. Hein? Oui, ben c'est ça.